Bonjour, je m'appelle Dr. Klaus Schuster, je suis médecin. Je fais des interviews avec des collègues, mais aussi avec des avocats. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de parler avec Madame Suzette Sandoz. Bienvenue, bienvenue, cher monsieur. Merci beaucoup, Madame Suzette Sandoz. Vous êtes docteur en droit, ancienne professeure à l'Université de Lausanne, professeure honoraire de l'Université de Lausanne, ancienne conseillère nationale. Merci beaucoup de prendre le temps pour répondre à mes questions. Merci à vous d'avoir l'amabilité de venir dans mon antre. Merci. J'aimerais tout de suite commencer avec la première question. Alors, ces derniers 3 ans, vous les avez vécus comment ? Je les ai très mal vécus, au fond. Je dis toujours, et c'est amusant parce que je ne suis nettement pas la seule à avoir ce sentiment, que j'ai vieilli de 10 ans en 3 ans, il n'y a aucun doute. À force de s'entendre toujours répéter, vous êtes des groupes à risque, vous faites partie des vieux, puisque je dois bien reconnaître que je n'ai pas 20 ans, mais vous finissez par le croire. Et puis, il y avait une manière de, comment dirais-je, de vouloir me protéger. Écoutez, il se trouve que j'aime assez qu'on prenne mon opinion avant de décider de la manière dont on allait me protéger. Vous faites pas ceci, mon petit... Ah là là, vous êtes trop vieille pour décider toute seule. Non, mais on nous prend pour des gamins ou bien, quoi. Oh, je l'ai très mal vécu. Puis à part ça, ce que j'ai très mal vécu, c'est l'atmosphère de... Comment dirais-je, un peu de tromperie générale qui régnait. Oui, vous avez l'air surpris, peut-être que vous ne l'êtes pas complètement, mais on n'avait jamais l'impression qu'on nous disait qu'on ne savait pas vraiment où on allait. Alors moi, je ne jette pas du tout la pierre aux politiciens, parce que les malheureux, ils ne savaient pas plus que nous d'ailleurs, où on allait. Donc ils dépendaient des scientifiques. Je ne sais pas ce qu'on appelle un scientifique. Je n'ai toujours pas compris ce qu'on appelle un scientifique. Est-ce qu'un médecin est scientifique ? Est-ce que le fait d'avoir d'abord comme mission de soigner, alors qu'on ne nous soignait pas et qu'on interdisait de soigner, c'est être scientifique ? Est-ce que le droit est scientifique ? Ce sont des sciences, oui, mais ce qu'on appelle scientifique, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et ça suffit d'avoir une blouse blanche pour être scientifique quand on intervient en cas de pandémie. Point d'interrogation. Je sens une colère. Oui, une vraie colère parce qu'on a empêché des personnes d'exprimer en matière scientifique des opinions différentes. Et la science n'avance pas à coups d'idées coupées au cordeau simplement dans des rocs. Et là, j'avais 2 fois plus le sentiment d'être maltraitée comme personne âgée. C'est assez clair. Ce que vous dites, c'est assez clair. Alors d'accord. Alors, on va peut-être reprendre les choses un peu de manière chronologique. Début 2020, la crise commence. Il y avait dans les médias quasi que le sujet de Covid. Quelle était votre première impression de ce que vous avez vu dans les médias ? Écoutez, je crois que vraiment, comme tout le monde, en ce début de 2020, on se demandait ce qui se passait. Et que par conséquent, comme tout le monde, je m'attendais peut-être à avoir des débats sur la question, puisqu'on ne savait pas. Et au fond, très vite, il n'y a pas eu de débat du tout scientifique, mais je comprends que, en tout cas, les politiciens, et je tiens à bien distinguer la responsabilité politique de la responsabilité scientifique. Les politiques, à ce moment-là en particulier, n'en savaient pas plus que nous. Et par conséquent, ils essayaient de faire ce que les scientifiques considéraient comme le moins faux, sinon le plus juste. Donc, pour cette période-là, j'ai trouvé ce moment très pénible à cause du semi-confinement, mais encore une fois, en Suisse, grâce au système fédéraliste, il faut le dire, on ne le dira jamais assez, et grâce au système collégial, on a eu une situation beaucoup moins pénible que dans d'autres pays. Et jamais assez, je ne pourrais le dire merci aux politiciens, parce qu'ils ne sont pas tombés à ce moment-là dans la même folie qu'un certain nombre d'autres États. Mais ça, c'est grâce à notre système politique et fédéraliste et collégial. Pourtant, le virus était même en France. Le virus, en France, il était le même. Et le système fonctionnait de manière très différente en France. Je me souviens, j'étais à Strasbourg fin 2020. J'étais très surpris parce qu'il n'y avait personne dans les rues. Et en effet, je confirme que vous dites,
Le confinement était très, très doux en Suisse, très léger, et on s'en avait assez bien sorti. En tous les cas, il y a peut-être eu moins de dégâts humains et psychologiques, pour ne pas parler des dégâts économiques qui, malgré tout, alors, ont été considérables, que dans d'autres pays, précisément parce que on n'a pas serré la vis de la même manière. Vous dites le virus est elle-même, vous avez raison, mais je crois que l'ignorance de la situation virale était la même aussi, d'où le rôle considérable de l'organisation politique, puisque c'était les politiques qui devaient prendre des décisions à ce moment-là. Peut-être que les scientifiques, à ce moment-là, reconnaissaient qu'ils étaient en train de tâtonner un peu. On ne pouvait d'ailleurs que le comprendre. On n'attend pas forcément des scientifiques qu'ils aient des solutions à peine le problème est posé. Donc, c'était un moment où on comprenait que les scientifiques n'aient pas forcément une méthode absolue et où le régime politique jouait un rôle considérable parce que toute la portée des conséquences sociales et humaines de la décision politique reposait sur les épaules des hommes politiques. Le régime politique que nous avions est donc extrêmement précieux. Alors, est-ce qu'il y a pour vous un dialogue suffisamment hétérogène et diversifié pour trouver la meilleure solution pour gérer la crise? Encore une fois, pendant cette période-là, jusqu'à au fond, fin mars, pour nous, ça a été... Je crois me rappeler que le semi-confinement a été levé à fin mars, quelque chose comme ça, en 2021. Eh bien, non, c'était en 2020, pardon. Est-ce qu'on avait déjà, là je ne me rappelle plus tout à fait le déroulement chronologique, mais est-ce qu'on avait déjà eu l'interdiction de parler pour les médecins ou pour les quelques scientifiques au sens étroit du terme qui n'avaient pas forcément la même lecture professionnelle que les officiels? Je ne me rappelle pas. Si c'était déjà à ce moment-là qu'on interdisait aux uns ou aux autres de parler quand ils n'entraient pas dans ce que j'appellerais la doxa officielle scientifique. Est-ce que c'est déjà à ce moment-là ou est-ce que c'est après le tout premier choc du début de 2020 que la grande, j'appellerais ça, je sais pas, la grande école maternelle des scientifiques a commencé, parce qu'on était à l'école maternelle. Moi, je dis ça, j'ai raison. Ah, vous voulez dire ça, pas au fessé. Mais s'il vous plaît, vous n'aurez plus le droit d'enseigner, vous ne serez plus professeur, vous ne serez plus... Mais c'était l'école maternelle. Donc, et vous voulez qu'on les prenne au sérieux. Donc, il y avait une ligne. Alors, il y avait une ligne. En tout cas, après cette période d'inquiétude générale, il y avait manifestement une ligne qui était suivie, dont on n'a au fond jamais très bien su pourquoi elle était devenue tout à coup, la ligne officielle. C'est-à-dire, il y avait une ligne. Il y avait une ligne, voilà, le virus est très dangereux. Voilà, absolument. Il faut faire tout pour ne pas surcharger les hôpitaux. On ne peut pas soigner. On ne peut pas soigner. Voilà. Il ne faut pas surcharger les hôpitaux. On ne peut pas soigner, comme vous dites. Et on ne doit pas soigner. C'est ça qui est, à mon avis, le plus grave. Parce que ceux des médecins qui, comme le font les médecins, je croyais que le médecin essayait de soigner ses patients en général pour diminuer leur douleur, pour essayer de trouver comment faire disparaître une maladie. On a au fond interdit aux médecins de soigner. Et ça, voilà. C'est quelque chose de gravissime. Mais est-ce que c'est déjà pendant cette première période ou une fois que la période du confinement ou du pré-confinement était passée? C'est de cela que je ne me souviens plus. On se met d'accord, il y avait une ligne qui était adoptée. Oui. Et est-ce que vous avez senti déjà pendant 2020 une certaine réticence dès qu'on a questionné cette ligne officielle, qui n'était pas qu'une ligne ici dans ce pays, mais un peu dans le monde entier, Mais vous savez, dans le monde entier, il se passe des choses tellement étranges. Ce qui me troublait, c'était de penser que mon pays n'avait pas d'indépendance scientifique. Le problème politique est encore très différent parce qu'il y a le problème des relations de frontières. Mais la question scientifique, excusez-moi,
un pays est totalement libre. Et je n'avais pas l'impression que mon pays recherchait. Après tout, nous avons d'excellents chercheurs, nous avons quand même, je crois, un monde scientifique qui est de grande qualité en Suisse. Je n'avais pas du tout l'impression qu'on recherchait avant tout comment soigner. On cherchait surtout à ne pas avoir la surcharge des hôpitaux. Ça, c'était évidemment aussi une manière de couvrir une incompétence politique qui durait depuis plusieurs années. Mais on n'en avait pas vraiment conscience. On en a pris conscience avec la crise. J'entends que vous êtes particulièrement fâché de ne pas avoir soigné les gens. Oui, mais oui, parce que c'est la première chose qu'on cherche. Quand il y a une maladie, c'est au moins de pouvoir soigner. C'est peut-être la meilleure manière d'empêcher les gens de partir dans les hôpitaux. Tout à fait. Et pour moi, c'était incroyable. Je savais pertinemment, et je l'ai éprouvé quand j'ai eu le Covid moi-même, je n'osais pas téléphoner à mon médecin. Alors, heureusement, j'ai un ami pharmacien qui, lui, avait certaines convictions médicales fort efficaces, que vous partageriez peut-être. Et donc, je savais qu'il y aurait un coup de main qui pourrait venir, et il a très grande gentillesse de le faire. Je ne sais pas si ça a été utile ou pas. C'est toujours le problème des remèdes. On ne saura jamais s'ils ont servi ou pas à sauver la personne ou à la guérir, parce qu'il aurait fallu laisser la même personne dans les mêmes conditions sans remède pour savoir si le remède était vraiment efficace. Donc ça, c'est de toute façon impossible. Quand on nous dit, on a prouvé, maintenant c'est prouvé que le vaccin empêche l'aspect le plus grave de la maladie, je dis c'est faux. Ça n'est pas prouvé. On pense que c'est le cas. Mais pour que ce soit prouvé, il aurait fallu qu'on fasse vraiment des statistiques, d'une part, et que d'autre part, on nous a toujours caché les proportions véritables des personnes hospitalisées, non vaccinées, hospitalisées, vaccinées, avec des cas graves. Et puis encore une fois, comme on ne sait pas pourquoi certaines personnes non vaccinées n'ont pas eu de Covid grave, et pourquoi d'autres l'ont eu, pourquoi des personnes vaccinées ont eu le Covid. On ne peut pas dire que le vaccin assure absolument la protection contre la partie grave. Ça m'énerve. J'aimerais intervenir sur ce commentaire que vous avez fait. Je n'osais pas téléphoner avec mon médecin. Alors, oui. Moi, en tant que médecin, je vis du lien de confiance que je peux établir avec les patients. Donc, pour moi, c'est la base absolue, parce que si quelqu'un n'a pas confiance en moi, pourquoi venir ? Pourquoi partager son souci, sa souffrance avec moi ? Il n'y a pas de raison. Je dois avoir confiance. Alors, que je dois le défendre parce que j'ai découvert que j'aurais pu. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de confusion. Après, voilà, on est toujours plus sage après. Mais effectivement, il y avait cette idée. Le Covid ne peut pas être soigné. Et pourtant, il y avait beaucoup d'articles, littérature publiée qui nous a déjà donné une autre orientation potentielle. Et aux États-Unis, ceci a été particulièrement bien étudié, des protocoles mis en place, parce que c'est ça, au fond, le boulot de médecin, de soigner les gens. Et on fait l'expérience, on regarde ce qui fonctionne, mais les choses doivent se faire dans le cadre légal, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un médicament autorisé. Alors, dans ce cas-là, il y avait effectivement des médicaments autorisés, c'est-à-dire, puisqu'on est en Suisse, Suisse Médic a autorisé certains médicaments qu'on connaît maintenant depuis des décennies. On pouvait les utiliser avec ce qu'on appelle une prescription off-label. Donc, tous les médecins, au fond, ont eu le droit d'utiliser ces médicaments. Il fallait juste informer les patients. Écoutez, il n'y a pas encore l'indication officielle traitement Covid. Mais dès qu'on fait signer le patient un consentement éclairé, je vous y informe. Est-ce que, voilà, vous voulez quand même prendre, soyez au courant. Maintenant, je donne les informations que c'est pas encore... il n'y a pas encore des études randomisées, double aveugles, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'anecdotes et beaucoup de travaux publiés dans d'autres pays. Et ces médicaments sont connus depuis 40-50 ans. Voilà. Alors, pourquoi pas les utiliser si on peut éviter que les patients s'aggravent avant qu'ils finissent à l'hôpital. Tout à fait, tout à fait. Alors, là, je vous sens fâché parce qu'au fond, voilà, on a dit là, dans la ligne officielle dont on a parlé tout à l'heure, on ne peut pas se soigner. C'était au fond ça. Le Covid, une maladie qu'on ne peut pas soigner.
Donc c'est déjà au niveau psychologique, ça nous rend dans un état de très affreux, désespéré. Absolument. Alors ça fait déjà un dégât énorme. Parce que dans la on résistance peut rien à la faire. maladie. Absolument. On peut rien faire. Donc je vous vois un peu fâché, un peu de... Mais c'est pas contre vous. Je ne pas du tout comme ça. Et vous avez dit aussi à tout à l'heure, mais moi j'aimerais décider moi-même. Sauf que c'était ça ce que je disais tout à l'heure. De la protection. Ouais. Vous n'avez pas eu l'impression de pouvoir décider vous-même? Alors oui, parce que nous étions, au fond, dans un pays où ça n'était pas trop surveillé. Ouais. Disons, le semi-confinement, et en faisant attention, je n'allais pas exprès aller m'approcher de personnes en leur disant « Ah, je vais vous cracher à la figure », vous voyez. Mais je pense notamment aux personnes qui se trouvaient dans des établissements médico-sociaux. Ça, il y a eu de véritables séquestrations dans les établissements médico-sociaux. Et c'est à ça que je pense. Et puis, je pense justement au fait qu'on n'arrêtait pas de répéter que c'était notamment pour protéger les personnes âgées à partir de ou à risque. Parce qu'il y avait un moment où il suffisait d'être âgé pour être déjà à risque. Maintenant, on a un tout petit peu modifié. On dit que c'est à risque avec, âgé avec des risques particuliers, etc. Vous êtes d'accord, on a atténué la dangerosité par rapport à l'âge. Tout à fait. Les données épidémiologiques étaient très claires fin 2020. C'est une maladie qui touche particulièrement les personnes âgées avec plusieurs maladies. Voilà. Vous avez 75 ans, vous faites encore du sport, vous êtes en pleine forme. Alors, c'est peu probable que le Covid touche une telle personne. Vous avez le diabète, une maladie cardiovasculaire, un cancer, une maladie auto-immune. Là, ça change tout. Absolument. Et ça, c'est les personnes à risque qu'il fallait, à mon avis, particulièrement protéger. Donc, il fallait, à mon avis, mettre en place une stratégie pour les personnes à risque. Mais je vais changer un peu le sujet, puisque vous êtes juriste. Vous avez bien sûr vos spécialités, mais parlons un peu du droit en général et l'éthique. Ce qui s'est passé par la suite, donc, puisque officiellement on ne peut pas traiter le Covid, alors la campagne de vaccination a été démarrée, dont les médias étaient très présents, les vaccins sont sûrs et efficaces, et finalement, cette campagne a démarré surtout dans les centres de vaccination. Donc, il y avait beaucoup de gens qui sont allés dans les centres de vaccination. Alors, les patients, de ma part, qui sont allés dans les centres de vaccination n'ont pas forcément signé un consentement éclairé par rapport aux effets longue durée, etc. Il y avait même des encouragements financiers pour se faire vacciner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, le droit, c'est un ensemble de règles, un ensemble de règles élaborées par des êtres humains pour essayer d'éviter que les êtres humains ne s'étripent quand il y a des problèmes de partage, notamment. Le droit est donc profondément pacifique. Mais il n'est utile que pour autant qu'il s'inspire de valeurs fondamentales qui seront celles de la société à laquelle il va s'appliquer. Et ces valeurs fondamentales comportent l'éthique, naturellement. Et l'éthique va être, au fond, un des éléments d'appréciation et d'interprétation du droit. Parce que vous avez la règle, vous avez des êtres humains à qui la règle va s'appliquer, et il y a toujours une certaine souplesse. Bon, quand on dit on est majeur à 18 ans, c'est 18 ans, point, on voit pas tellement de souplesse. Mais beaucoup de personnes sont très choquées par les âges fixes, mais il y a un moment où il faut les poser. Mais beaucoup de règles ont cette souplesse liée à l'éthique qui permet de rendre la règle juste parce qu'elle tiendra compte de la dimension humaine. Donc le politicien qui applique la règle, il va aussi devoir tenir compte de cet élément éthique, et cet élément éthique est un élément fondamental de la science, théoriquement. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et par conséquent, si vous n'avez pas comme lien commun entre la science et le droit, l'éthique, vous allez avoir un fossé entre les deux, et l'un des deux sera tyrannique. Or, étant donné que les politiciens chez nous, et c'était normal à ce moment-là, essayaient de se renseigner auprès des scientifiques,
Si les scientifiques eux-mêmes n'avaient pas une éthique très élevée, ils allaient influencer les politiciens au point qu'ils en oublient que l'éthique est un élément fondamental de l'application du droit et de son efficacité. Et c'est là qu'il y a eu un des gros problèmes. Il y avait, dans certains cas, peu d'éthique dans le monde scientifique. Dans un monde scientifique qui ne voulait pas entendre qu'au fond, précisément, l'être humain n'est pas seulement une machine. Et que le lien existant entre la science et le droit, c'est l'éthique, parce que c'est l'être humain. Or, la science laissait tomber l'être humain. Le droit, il allait peut-être aussi laisser tomber l'être humain, parce qu'on ne peut pas ignorer, quand on applique des règles créées dans l'état d'urgence, ce qui est une règle parfaitement légale, parfaitement constitutionnelle, le droit d'urgence existe, mais le droit d'urgence ne signifie pas que ce droit d'urgence n'est pas, malgré tout, soumis à l'éthique. Et quand le droit d'urgence justifie des mesures comme une incitation financière, elles n'ont pas été appliquées en Suisse, une incitation financière à certaines personnes de convaincre d'autres personnes de se faire vacciner, alors qu'on est quand même en présence d'un vaccin qui n'a pas terminé sa phase d'essai, l'éthique hurle. Eh ben non. Quand on a proposé ça au canton, et heureusement ils ont refusé, mais ils ont refusé uniquement pour des raisons pratiques. Il n'y a pas eu l'évocation de l'éthique. Et dans les journaux, je n'ai pas lu tous les journaux de Suisse, mais je n'ai pas trouvé de référence éthique disant éthiquement, on ne peut pas imaginer d'inciter par de l'argent des personnes à en pousser d'autres à se faire vacciner. C'est absolument insoutenable. Alors, comment Est-ce que j'ai répondu ? Oui, parfait. C'est très clair. Vous avez exposé un peu le terrain en général par rapport à l'éthique, le droit et la politique. Donc, j'apprends. C'est très beau. On a ici en Suisse, et la plupart d'autres pays, voilà, on est majeur dès 18 ans. Mm-hmm. Donc, moi, quand j'ai un patient qui vient, qui avec une déchirure, la peau, et je dois faire quelques points, il a 14 ans ou 15 ans, et je lui donne encore une injection de tétanos, parce que le dernier rappel date, je ne sais pas depuis quand, je ne peux pas le faire sans avoir le d'accord du père ou de la mère. Mais d'un coup, dans le cadre de Covid, les enfants ont pu, dès 14 ans, sauf erreur, ont pu décider eux-mêmes. Même des 12 dans certains 12, ok. Maintenant, vous l'avez dit vous-même, c'était un produit encore en phase expérimentale. Comment vous expliquez et comment vous voyez le fait que d'un coup, les jeunes ont pu décider eux-mêmes? Pourtant, ce n'est pas du tout une population à risque, du tout. En plus. Du tout. Donc, les chiffres sont très clairs. La probabilité de mourir d'un Covid moins 18 ans est 0,0005%. Donc, c'est extrêmement faible. En fait, la grippe est plus dangereuse que le Covid. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais absolument horrifiée quand on a parlé de cette prétendue abaissement du discernement officiel des enfants pour qu'ils puissent décider tout seuls de se faire vacciner. Mais c'était le moment où on nous saoulait de l'idée que le vaccin allait absolument protéger les autres. On ne se vaccinait pas pour se protéger soi-même, surtout pas quand on avait l'âge où on était très peu à risque, et on n'avait pas encore tellement affirmé que le vaccin protégeait essentiellement de l'aspect le plus grave du Covid. Mais on nous disait, vous protégez les autres. Et la seule idée que si vous ne vous faites pas vacciner, vous risquez d'être celui qui cause le Covid ou la Covid de votre grand-mère ou de votre grand-père, on entretenait l'idée qu'on risquait d'être un assassin en fin de compte. La façon dont on a exercé une pression psychologique sur les jeunes pour essayer de les convaincre de se faire vacciner, alors que c'était au fond pas pour eux, elle était monstrueuse. Je n'ai pas de terme plus doux parce que c'était monstrueux. Et je me rappelle, mais ça c'était au début du Covid, parce que, je le dirai tout de suite, dans ma famille, ni ma fille, ni mon gendre, ni mon petit-fils, ni moi-même ne sommes vaccinés anti-Covid.
Ma petite fille a dû l'être parce qu'elle partait en Angleterre, donc elle s'est fait vacciner. Je ne ferai pas d'autres commentaires, mais sans ça. Mais à un moment, mon petit-fils me disait, mais tu te rends compte, grand-maman, et si je te passais le Covid? Mais je lui dis, mais mon chou, si tu me passes le Covid, c'est parce que je devais l'avoir. Et puis si je meurs du Covid, il faut toujours mourir de quelque chose. Ben, au lieu de mourir d'autre chose, je mourrais du Covid. Mais il fallait surtout désamorcer ce chantage psychologique grâce auquel on espérait que les jeunes se vaccineraient ou se feraient vacciner. C'est tellement éthiquement insoutenable que je ne peux pas comprendre qu'on ait osé. Donc le narratif, c'est faites-vous vacciner, ça vous protège et ça protège vos proches. Surtout quand vous êtes jeune, ça protège vos proches. Donc vous faites pas, alors vous risquez de devenir coupable, au pire d'un décès de vos proches. Absolument, absolument. C'est une pression énorme. Mais c'est au-delà du monstrueux. Vous savez, moi je trouvais très particulier d'un coup, des maladies en fait sont transmises lorsque les gens sont symptomatiques. Donc il faut avoir quelques symptômes, c'est-à-dire là il y a encore des processus en nous qui font que le virus est produit et là on le transmet. Un écoulement nasal, une toux, de la fièvre, maux de tête, etc. Ça c'était la première maladie où cette maladie, tout au départ, on a dit mais on peut le transmettre asymptomatiquement. Donc vous êtes en pleine santé, vous êtes contagieux. Alors moi je l'ai pas cru. Je l'ai pas cru parce que j'ai un parcours où j'ai vu des maladies infectieuses. Vous savez que j'ai travaillé en Afrique, etc. J'ai vu des maladies infectieuses, c'était très intéressant. Donc je me suis dit, bon, alors attendez, ça, on n'a jamais vu. Donc d'un coup, les personnes en excellente santé, la fille de 16 ans qui voit sa grand-mère de 75 ans, on dit qu'elle peut transmettre le virus. Je ne l'ai pas cru, mais c'était un peu le narratif. Tout le monde peut être contagieux. Donc, il faut aller et faire sa contribution. Absolument. Mais au point d'ailleurs qu'à un moment, mais ça n'a pas duré très longtemps, mais au moment où on a commencé à parler en Suisse de la vaccination des jeunes, et des très jeunes, des adolescents, on nous montrait même à la RTS, aux nouvelles, une classe, je crois, neuchâteloise, dans laquelle la maîtresse devait au fond inciter les enfants à se faire vacciner, et on la voyait qui posait la question, est-ce que tu te ferais vacciner même si tes parents ne sont pas d'accord? Il y en a un qui a dit, moi non, j'aimerais quand même mieux demander l'avis de papa et maman, puis un autre qui disait, ah mais oui, si ça protège. Mais c'était hallucinant. Après, on a retiré au fond ce pouvoir, si j'ose dire, aux enseignants de provoquer le désir de la vaccination chez leurs élèves. Alors, je ne sais pas si tous les enseignants... Vous savez par hasard sur quelle base juridique cette mouvement s'est créé, que les gens moins de 18 ans peuvent décider? Oui, alors tout à fait. Alors, juridiquement, encore une fois, c'est très logique. Parce que d'une part, nous avons dans la Constitution l'indication qu'une personne mineure peut exercer ses droits strictement personnels, même en tant que mineur, alors que sans ça, vos droits, vous pouvez les exercer, vos droits juridiques, vos droits de contractuel, etc., normalement que depuis 18 ans. Mais les droits strictement personnels et la santé posent cette question. Jusqu'où est-ce que la santé est un droit strictement personnel ou pas, dans la mesure où vous n'avez peut-être pas, comme mineur, l'expérience qui permet de savoir si votre santé est menacée ou pas, etc., etc. Mais on a dit, la Constitution permet aux enfants, aux mineurs, d'exercer leurs droits strictement personnels, parce que pour ça, on leur accorde le discernement. Le discernement au sens juridique du terme implique au fond la capacité d'envisager les conséquences d'un acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation. Et on est censé avoir le discernement présumé, officiel, dès qu'on a 18 ans. En dessous de 18 ans, on n'est pas présumé avoir le discernement, mais selon les décisions à prendre, on a le discernement ou on n'a pas. Et on a dit en matière de santé, comme c'est un droit quand même strictement personnel, là notez qu'on l'estimait pour les enfants, mais ensuite on l'estimait plus pour les adultes.
pratiquement. Il faut qu'ils puissent eux-mêmes décider s'ils veulent être vaccinés ou pas. Ce qui me paraît une aberration de l'interprétation du discernement. Vous croyez que les jeunes ont compris qu'il s'agit d'un produit expérimental? Non, on ne leur a surtout pas dit. Et quand vous le disiez, pratiquement, c'est tout juste si on ne vous accusait pas de mentir. Parce que maintenant, ça a été tellement expérimenté. On ne devait jamais rappeler qu'on était en phase 3. Mais quand par hasard, vous évoquiez cela avec certaines personnes, la phase 3, mais enfin, on vous dit, ben, écoutez, c'est fini maintenant. Depuis le temps qu'on vaccine, il n'y a pas de suite, enfin, tu vois, ça va mieux. Mais les gens n'ont pas du tout intériorisé le fait que le vaccin était encore, ce qui est parfaitement légitime en soi, en phase 3. Il faut bien qu'il y ait une phase, etc. Et qu'il avait en fait été de ce fait autorisé dans des conditions tout à fait particulières, y compris, et ça j'ai vu les contrats, le fait qu'on ne devait pas pouvoir soigner la maladie, c'est une condition sine qua non de l'autorisation de mettre sur le marché avant la fin de la phase 3. Donc on voit très bien l'importance qu'il y avait de ne pas trouver de moyens de soigner. Parlons un peu des médias. Parce que le narratif était, voilà, le Covid est très dangereuse, tout le monde peut le transmettre, protégez vos proches, surtout les personnes âgées qui sont plus à risque que les jeunes, ça on le savait très tôt. Faites-vous vacciner, le vaccin est sûr et efficace. Au fil du temps, déjà 6 mois après le début de la campagne de vaccination, on a vu l'OFSP le disait que le vaccin n'empêche pas de tomber malade. Ou de transmettre. Donc, il y avait déjà beaucoup de données. Le CDC, l'autorité américaine pour le contrôle des maladies, disait la même chose. Il y avait déjà une ambiance de peur qui régnait. Les gens angoissés au fond. J'ai vu ça au cabinet, les gens qui viennent tellement angoissés, peur de mourir de Covid. Avec des cauchemars qu'ils font parfois. Donc, quelle était l'influence des médias pour vous? Je crois qu'il y a plusieurs étapes à distinguer, si vous voulez, dans l'influence des médias. Parce qu'au début, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Ils ont un peu suivi la doctrine, hein. Et puis... ils n'avaient pas beaucoup d'esprit critique. Ils n'ont pas eu du tout d'esprit critique. À aucun moment, je l'ai trouvé de médias qui avaient un esprit critique, pratiquement. Mais vous évoquez le fait qu'à un certain moment, on a su que le vaccin n'allait pas protéger de la transmission, voire de la maladie comme telle. Il allait peut-être limiter les effets de la maladie, mais il n'allait pas empêcher qu'on l'attrape. Et là, si les médias le savaient et qu'ils ne l'ont pas dit, ils ont absolument failli à leur tâche. Je pense que les étapes ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. Je suis d'accord. Il y a eu les étapes où on n'avait pas encore découvert officiellement, puisque l'OFSP chez nous, ou bien, oui, c'est l'Office fédéral de la santé publique, hein, l'a su à un certain moment que le vaccin n'avait pas l'effet promis, et à cause duquel on était incité à se vacciner, c'est-à-dire la protection de l'autre. Alors, à partir du moment où c'était connu, toute personne, enfin connue par les milieux prétendus scientifiques, et en tout cas qui s'était arrogé ce titre jusqu'à présent pour nous diriger à travers les politiciens, à partir de ce moment-là, les médias ne pouvaient pas taire cela. Ils devaient absolument signaler ce défaut du vaccin. Mais évidemment, ils ne l'ont pas fait. Avant, ils n'ont au fond jamais été surpris de la violence avec laquelle certains milieux scientifiques détruisaient d'autres milieux scientifiques qui défendaient une opinion différente. On n'a pas trouvé de point d'interrogation dans les médias. Au fond, pourquoi est-ce qu'on empêche absolument tel et tel de parler? Je ne donnerai pas de nom volontairement, hein, et qui n'était pas forcément que monsieur et madame tout le monde. On a immédiatement vu les médias sauter alors sur les complotistes,
sur les populistes. Il fallait démolir toute personne qui n'avait peut-être pas scientifiquement le même avis qu'une autre personne qui s'était arrogé le droit d'être scientifique. Et puis, alors c'est très frappant, dans la plupart des articles, les médias donnaient des chiffres. Ils mettaient des pourcentages quand ça les arrangeait, et sans ça, ils ne les mettaient pas. On pouvait les trouver, les pourcentages, c'est clair. Mais on devait les chercher pour rétablir les pourcentages. Alors, ils donnaient ici ou là le pourcentage de morts, mais au fond, ils ne vous le donnaient pas en relation avec la population. Donc, vous pouviez le chercher, mais ça ne vous sautait pas aux yeux. Donc, la personne qui est déjà peut-être un peu inquiète, elle était confortée dans son inquiétude par des indications toujours partielles données par les médias. Ils n'ont pas forcément donné des indications fausses, mais elles étaient suffisamment partielles pour que celui qui n'avait pas l'esprit critique déjà en éveil, ou en plus un temps fou, et pour cela il fallait éventuellement être à la retraite, elle ne faisait donc pas des comparaisons quand il y avait des moyennes qui étaient données, tombe dans le piège de la terreur et de l'angoisse. Ça, c'est très grave. Alors, je me souviens des collègues, ou un particulier, aussi un bon ami, qui osait aller un peu contre l'avis ou la ligne officielle. Et c'est un collègue qui a beaucoup d'expérience, aujourd'hui retraité, qui est très en contact avec des praticiens, moi par exemple, qui touchent la réalité tous les jours, puis on a beaucoup échangé, et j'étais absolument frappé par la violence. Il a été, dans certains médias, décrédibilisé. Pour moi, c'est totalement incompréhensible. Pour moi, les avis divergents sont très importants dans un débat scientifique. Si quelqu'un ne supporte pas un autre avis dans un débat scientifique, il n'est pas fait pour rentrer dans un débat scientifique. C'est très important, parce que la richesse des avis, c'est ça qui fait finalement la science évoluer. Tout à fait, mais absolument. Donc, c'est pas d'évolution de la science sans débat avec des avis divergents. Non, j'en suis convaincue. Malheureusement, on trouve un peu ce même phénomène, je dirais, par rapport à la cause du changement climatique. On trouve exactement la même catégorie de phénomènes. Et c'est chaque fois de manière à accentuer la peur des gens. On joue énormément sur la peur des gens. Ça, c'est très, très, très inquiétant du point de vue de la liberté, du point de vue de la limitation du droit de l'État. Alors, on a un État nounou, de plus en plus. On va nous dire maintenant ce qu'on doit manger, on nous dit comment on doit couvrir ses casseroles pour la cuisson. Et puis, on nous fait peur. Vous trouvez que les médecins étaient intimidés dans leur ou de manière générale, parce que on risque quand même d'apparaître dans les médias dès qu'on a un avis autre que cette fameuse ligne officielle. Il est très clairement défini dans les articles de la FMH quelles sont nos obligations. Il y a un article 10 qui dit, voyez, il y a l'obligation à l'information, c'est-à-dire informer les patients sur un traitement, sur une maladie, sur le pronostic, sur le diagnostic. Donc, dès qu'on fait notre travail consciencieusement, il faut que nous, les médecins, se renseignent sur une maladie. Dans ce cas-là, le Covid, c'est vrai, c'était très compliqué parce qu'il y avait tellement d'informations. On était sous l'emprise des médias. Donc, dépendant un peu de la personnalité du médecin, il était plus angoissé, moins angoissé. Après, il y avait tout de suite beaucoup d'articles et c'était quasi impossible de s'orienter dans toute cette vague de la littérature scientifique. Donc, c'était pas évident. Mais la recommandation restait, au fond, ne pas soigner. La recommandation officielle, ne pas soigner le Covid. Je répète, on avait le droit de le faire sous une prescription off-label. Mais ce que je veux dire, notre obligation à informer, il est clairement défini. Et dès qu'on l'a fait, je vous donne un petit
information de la pratique, et on était peut-être le médecin un peu plus critique, sceptique. Au fond, c'était pas les patients eux-mêmes qui ont dénoncé. Non. Non, c'était plutôt les proches, c'est-à-dire ou la famille d'un patient, la voisine, ou d'autres qui ont entendu d'une patiente ou d'un patient vu par moi que j'ai peut-être un avis un peu autre. Et dans ce moment-là, ça a été peut-être partagé avec un tiers, par rumeur, etc. Mais moi, je vois ça comme mon obligation à me renseigner et adapter l'information à la situation individuelle, parce que chaque patient est un peu différent, leur niveau de formation est un peu différent, donc je dois m'adapter et partager les infos de la manière le plus individuelle. Mais c'est vrai que j'ai très surpris, les patients souvent disent mais docteur, mais de toute façon on peut rien dire, on peut rien faire. Et comment c'est possible que vous avez un autre avis que ce qu'on nous dit dans les médias? Donc là, il y avait une puissance sur tout ce qui se passe sur le plan intellectuel. Et dès qu'on est sorti un peu de ce carcan, exactement, c'était perturbant pour les patients. Ce qui devait être... C'est pas ce qu'on entend, docteur, c'est ça. Oui, voilà. Donc c'était perturbant indirectement pour vous aussi, parce que si vous avez l'impression que votre patient, a priori, met en doute ce que vous lui dites parce qu'il a été très bien conditionné par le reste, ça doit aussi compliquer terriblement les relations à certains points de vue. Je pense que pour les médecins qui essayaient de soigner, ça ne devait pas être, indépendamment de la menace qui pesait sur eux de se voir sanctionnés par je ne sais qui, il y avait quand même un sentiment de plus grande difficulté de communiquer avec le patient, non? Oui, absolument. Absolument. Et alors, le gros problème, il n'y a aucun doute, c'est que ça minait la confiance des patients. Et j'avoue, comme je vous dis, moi je n'ai pas osé téléphoner à mon médecin quand j'avais le Covid parce que je n'étais pas vaccinée. Puis après, quand j'ai pris un rendez-vous, on a discuté. Je savais qu'au fond, il était parfaitement respectueux de la volonté du patient et qu'il en aurait discuté. Donc, je ne lui jette pas du tout. C'est moi qui étais une idiote. Mais je n'osais pas téléphoner. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il m'aurait dit vous l'avez, allez à l'hôpital si vous avez des problèmes. Je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas fait. Mais on a tué une confiance, je ne sais pas, une sorte de confiance en les médecins et la conviction que les médecins sont tous des vendus qui ont reçu des sommes formidables pour dire la vérité. On a créé une espèce de phobie de la médecine vendue. Une méfiance. Ça, c'est très grave. Alors, j'ai un peu un autre regard là-dessus, mais je pense que ça faisait les deux. Parce que beaucoup de médecins ont quand même gardé leur capacité à réfléchir. Vous me rassurez. Et ils ont fait leur devoir, ils ont pris au sérieux l'article dont je parlais tout à l'heure, à informer les gens. Ils se sont informés, ils ont cherché les informations et ils ont trouvé des pistes pour travailler avec les patients. Je pense qu'il y avait effectivement une peur d'apparaître dans les médias parce que c'est une manière à crucifier quelqu'un. Ah oui, absolument. Et ça fait mal et ça fait peur et c'est la partie humaine du médecin que je comprends parfaitement parce que moi, je suis plein de situations dans ma vie professionnelle, j'avais peur. Donc je comprends parfaitement tous les collègues. Je pense que la seule différence pour moi, c'était par rapport aux maladies infectieuses. J'ai vu des maladies infectieuses pendant les années, j'ai travaillé en province, en Centrafrique. Donc, et moi, j'ai pars du principe que, de toute façon, moi, en tant que médecin, je dois avoir un maximum de patients avec une maladie pour que je suis à l'aise avec la pathologie. Tout à fait, oui, je comprends très bien. Et moi, j'étais très surpris qu'on a plutôt empêché avoir des patients parce que plutôt, non, vous n'allez pas au cabinet, c'est trop dangereux parce que tout le monde peut contaminer tout le monde. Non, mais nous, les médecins, il faut qu'on voit des patients pour qu'on s'entraîne à gérer, le patient qui vit une certaine pathologie. Et c'est clair, une fois j'ai vu
un premier patient, par exemple, avec une insuffisance cardiaque, j'ai un peu d'expérience. Avec 100, j'ai plus d'expérience. Avec 500, j'ai encore plus. Je vois le premier cas de Covid, j'ai déjà un peu d'idée. J'ai 10, je vois 15, je vois 100, etc. Et au fond, c'était très difficile pour les médecins, tout au départ, parce que les médecins généralistes qui étaient quasi découpés de la prise en charge, parce que tout se faisait à travers une orientation vers les urgences, donc les urgences surchargées. Donc je pense que c'est très important d'impliquer les médecins généralistes dès le départ dans la prise en charge des maladies infectieuses, parce que c'est lui qui connaît le patient. Donc c'était compliqué pour le médecin, parce que c'est clair, c'est une nouvelle maladie. Il faut la étudier et on peut l'étudier à travers des articles qu'on lit et des patients qu'on voit. Oui. Et je peux vous dire, ce qui a beaucoup aidé les patients, c'était même tout au départ où on savait très peu, comme vous l'avez dit, où les médias rentraient aussi effectivement dans cette idée, voilà, c'est très très dangereux, mais à un moment donné, on a appris. Donc il y avait une courbe. Alors, que d'avoir téléphoné le patient après une consultation, disons, je vois le patient lundi, il a peut-être un peu de fièvre, il tousse un petit peu, et je le téléphone le lendemain. Je dis, comment allez-vous ? Sachez, je suis là, si la situation se péjore, alors là, vous avez un saturomètre, achetez un saturomètre, ça vous coûte 100 francs, etc. Donnez quelques orientations, juste ce petit accompagnement, l'aspect humain, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, c'était déjà énorme. Mais c'est fondamental. C'est fondamental, et c'est là, nous, les médecins, sont extrêmement gagnants parce qu'on crée un lien avec le patient qui est très particulier. On les accompagne en phase de crise, en phase de peur, et il y a une reconnaissance, un remerciement, un lien qui se crée, qui est très particulier, qui est très beau dans notre métier. Mais alors, je suis convaincu de ce que vous dites. Donc, il y avait, je pense, les deux. Donc, mais vous savez, j'aimerais peut-être doucement aller vers une dernière question. Moi, je me posais souvent la question, mais quelle est ma responsabilité en général dès que j'ai un certain savoir ? Et j'ai observé les choses pendant la période Covid. J'étais très motivé à apprendre. J'ai échangé avec des collègues, j'ai lu des articles, j'ai vu des patients. J'étais même responsable d'un centre où on a vu beaucoup de patients qui sont venus pour se tester. Et aujourd'hui, cette notion de responsabilité est... C'est très dépendant de la personnalité. Il y a des gens qui savent, qui ont un savoir, mais voilà, ça ne les touche pas trop par rapport à leurs responsabilités. Mais je trouve, nous, dès qu'on sait quelque chose, faut se poser la question par rapport à la responsabilité. Quel est votre avis là-dessus ? Mais je pense qu'on est tous devant ce genre de situation dans le domaine dans lequel on peut savoir quelque chose. Évidemment, le domaine médical est plus frappant puisqu'il touche à la santé, puisqu'il touche à la vie. Donc, le sentiment de responsabilité est probablement un sentiment qui est encore plus vivace parce qu'en fait, il concerne la vie. Le sentiment n'est peut-être pas le même par rapport à des décisions qui sont de nature ou politique ou je ne sais pas, même professionnelle, où vous touchez moins directement à la vie. Et pourtant, la question se pose aussi. Jusqu'où est-ce qu'on doit, si on sait quelque chose, avec des preuves, parce que la rumeur, c'est l'horreur absolue, jusqu'où est-ce qu'on doit le dire et être en fait un lanceur d'alerte, hein. C'est le problème des lanceurs d'alerte, qui sont malheureusement aussi quelquefois récupérés, hein, et qui sont aussi quelquefois des lanceurs d'alerte fake news. Et vous touchez avec le problème de la responsabilité et de la question qu'on se pose, est-ce que je dois dire ou pas le dire, je pense une des maladies actuelles liées à la notion de fake news. Je suis convaincue que cette espèce de rumeur constante, mais c'est des fake news, dès que quelque chose déplaît, c'est une fake news, crée une méfiance à l'égard de toute attitude, parole, affirmation qui n'est pas celle qui a, au fond, été un peu vérifiée par un nombre qui l'aura transformée en real news ou right news, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce qu'on a toujours peur de tomber dans le piège de la fake news. Et je suis absolument sûre que ça contribue très largement au silence d'un certain nombre de personnes. C'était une forme de confusion.
qui s'est créé avec la surcharge de l'information. Oui, voilà. Et vous ne pouvez pas vérifier tout. Alors, vous pouvez vérifier ce que vous avez vécu avec vos patients. J'entends là, vous avez les preuves, mais vous avez aussi le secret médical qui vous empêche de faire état, quelquefois avec toute la précision qui vous rendrait pleinement crédible, d'une situation que vous avez vécue à travers un patient. Vous êtes peut-être moins menacé par la crainte de la fake news puisque vous avez vécu la situation avec un patient. Alors que dans d'autres domaines, on ne vit d'informations que ce que l'on a lu, entendu, appris. Et si on n'a pas pu toucher vraiment les preuves soi-même, on est hanté par l'idée de tomber dans le piège de la fake news. Je pense que c'est ça le pouvoir du médecin praticien qui voit les choses dans la réalité. Il voit au front, en première ligne. Tout à fait, oui. Et là, la question se pose, est-ce que je peux avoir confiance à mes propres yeux? Est-ce que je peux avoir confiance à ce que j'entends, à ce que je touche? Et une fois j'ai vu 10, 15, 25, 50, 100 patients, alors je vais avoir plus de confiance. Maintenant, quand il y a toujours un narratif qui vient d'ici et de là, à travers des médias, et l'angoisse, les médecins sont confrontés à travers du patient, les patients sont angoissés. C'est vrai, ça demande beaucoup de force de rester aligné avec ce qu'on observe. Oui. Donc c'est beaucoup lié à la personnalité. Oui, vous avez raison. Puis en fait, je dirais que malgré tout, si on n'a pas un hubris incroyable, on se posera quand même la question de savoir si peut-être on se trompe dans une interprétation. Je ne sais pas si vous pouvez toujours vous dire, je suis absolument sûr parce que j'ai vu ça que j'ai raison. Il y a peut-être un élément qui a échappé et qui fait qu'au fond, la conclusion que vous tirez à partir d'un élément n'est pas celle qui aurait dû être tirée. Mais ça, on se pose le même genre de questions dans toutes sortes d'activités et d'opinions. Mais peut-être que vous avez quand même en main des preuves qui sont plus tangibles, mais qui sont en partie occultées par le secret médical et par la protection des données de votre patient. Alors la question c'était responsabilité, savoir responsabilité. Est-ce que vous êtes étonné que au fond il y avait peu de juristes, on a quand même beaucoup de juristes, avocats en Suisse qui se sont opposés, vu qu'on a d'un coup avec les certificats Covid créé une société de deux classes. Mais au contraire, j'étais très agréablement surprise de voir combien de juristes et d'avocats, enfin pas les juges, mais disons juristes et avocats, ceux qui peuvent avoir une certaine indépendance quand même fonctionnelle, se fâchaient et essayaient de dire que ça n'allait pas, prenaient la défense des uns ou des autres, souvent à des conditions financières d'ailleurs tout à fait méritoire de la part des juristes intervenants. Et je ne sais pas combien de juristes m'ont envoyé des courriels disant leur désaccord avec ce qui se passait, leur inquiétude, envoyant des textes, etc. Au contraire. Et combien d'avocats ou de juristes ont écrit des lettres au Conseil fédéral pour dénoncer une erreur juridique. On peut toujours discuter sur l'interprétation de la loi et de la Constitution, mais ils ont eu le courage d'ailleurs de manifester cette opposition. Même un professeur de droit constitutionnel suisse alémanique a attiré l'attention. J'ai trouvé son avis de droit magnifique parce que il était le seul à avoir eu ce courage. Les romans sont peut-être pas toujours aussi courageux, ça, il faut le dire, doucement. Et puis le professeur Esfeld, ici à Lausanne, qui a osé, sous l'angle de la philosophie, s'insurger quand même contre cette manière totalitaire de régler les problèmes. Donc, il y avait quand même beaucoup d'opposition. Ah oui. Je vous avoue, quelque chose qui m'échappe. Il y a des choses dans chaque communauté professionnelle qui se passe. Dans une communauté, c'est pas forcément ce qui se passe dans l'autre. Je suis pas dans le monde juriste, mais vous voyez quand même, vous observez des choses qui se passent. Alors, quelquefois, simplement mais quelle chance, vous avez osé le dire. Mais au fond, la manifestation, parce que les juristes courent les mêmes risques quelquefois que les médecins. Alors que vous êtes avocat, vous prenez une certaine position officielle, vous risquez bien de vous trouver mal jugé de la part de vos égaux,
tout à coup dans la profession, c'est clair, le risque existe, mais il y a vraiment beaucoup d'avocats qui ont osé envoyer des lettres au Conseil fédéral, voire des recours qu'ils ont formulés en leur nom propre contre des décisions de Swissmedic. Non, je dirais que les juristes, mais ils n'ont pas forcément recouru à la presse pour faire valoir leurs opinions. D'ailleurs, peut-être ont-ils essayé, et peut-être se sont-ils heurtés au refus de la presse d'entendre une autre opinion. Parce que la presse ne parle pas. La presse n'en parle pas. En tout cas, très peu. Et je dirais qu'elle n'a pas particulièrement même soutenu les référendums qui étaient lancés contre la loi Covid. Hein. Je reconnais que la presse était mal prise parce que la loi Covid prévoyait l'aide à la presse. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Là, il y a encore eu un certain nombre de problèmes. Mais en fait, je dirais que j'ai détesté cette période, et puis je l'ai trouvée passionnante. Mais passionnante, parce qu'elle est révélatrice de la nature humaine, mais dans toute sa splendeur. Et tout a déjà été écrit chez les anciens, mais c'est fabuleux. Je ne sais pas si vous l'avez éprouvé aussi, mais en fait, elle était passionnante. Alors des fois, elle m'énervait, vous avez pu le constater, hélas, mais j'entends, au fond, c'était passionnant. C'est une étude passionnante de la nature humaine, dans tout ce qu'elle a de grand et dans tout ce qu'elle a de petit. Je suis très heureux d'apprendre qu'il y a quand même beaucoup d'opposition par les juristes. Ah oui. Ben voilà, évidemment, ça apparaît pas dans les médias. C'est apparu, évidemment, je vous coupe, excusez-moi, dans le... Comment est-ce qu'il s'appelle, le mouvement de la liberté, ou je sais pas, qui se sont manifestés d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de juristes. Alors malheureusement, évidemment, c'est toujours le problème des manifestations un peu publiques. Personnellement, je ne suis pas très favorable au défilé dans la rue. mais ils ont eu des actions écrites. Alors, quand ils ont récolté des signatures en un rien de temps, ils sont intervenus quand même dans certaines conférences. Alors, vous faites toujours le blog dans le temps. Alors, vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Mais écoutez, alors, encore une fois, je ne sais pas, ça doit faire 6 ans maintenant que je tiens ce blog et que le temps me tolère. Mais je reconnais aussi qu'en général, ce que j'aime et ce qui me fascine, c'est la discussion, qu'on ne peut justement pas avoir. Donc, l'idée, c'est de lancer une question et un sujet en disant, là, il y a peut-être un problème parce que j'aimerais déclencher une discussion. Bon, le blog ne s'y prête pas complètement parce que vous ne pouvez pas faire de longues interventions. Alors que si vous écrivez un blog qui est long, personne ne le lit. Donc vous avez déjà intérêt à être court dans votre blog. Puis je vois bien, il y a des commentateurs qui ont des diarrhées de confidence. De temps en temps, je suis un peu obligée de faire la censure, tout simplement, parce que le blog n'est pas fait pour écrire un roman. Ouais. Même chez les commentateurs les plus éclairés. Je suis impressionné. Vous avez, j'ose le dire, 80 ans, c'est ça? Oui. Voilà, en pleine forme. Pour moi, vous êtes un très bel exemple pour quelqu'un qui bien, à un âge déjà un peu élevé, qui a encore beaucoup de valeur à rajouter pour les jeunes. Vous le faites quelque part avec cette interview, aussi avec le blog. C'est un plaisir de vous écouter. Vous allez me faire rire. Mais j'entends, si on ne donne pas aux jeunes l'envie d'avoir de l'avenir, excusez-moi, on n'a qu'à se coucher et mourir. On doit transmettre une envie de vivre. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez une question de me poser en tant que mon rôle de médecin? Oui, j'aimerais savoir si vous avez pu le reprendre, votre rôle de médecin. Oui, j'ai repris. oui, j'ai repris depuis 8 mois. J'ai repris la consultation et j'ai beaucoup de plaisir. Mais j'écarte tout à fait mon activité dans le cadre d'une fondation que j'ai créée pour l'Afrique. Parce que pour moi, l'Afrique était... vous savez que j'ai vécu plusieurs années en Centrafrique. J'ai appris tellement de choses. Parce qu'en Afrique, on travaille en Centrafrique, en province, avec très peu de moyens. Et vous voyez des gens venir dans des conditions... très différentes d'ici. Et on est confronté
à une réalité qui est difficile à gérer. C'est-à-dire, cette réalité me pousse tous les jours à mes limites. Donc, je reste quelques semaines, parfois un mois, et puis je reviens. Je ne me vois pas vivre là-bas. Je l'ai fait pendant des années. Et je suis tombé très malade lorsque j'ai vécu là-bas. Je faisais beaucoup de crises de paludisme. J'en ai fait 13 fois. Et c'était une expérience très importante parce que pendant mes années en Afrique, lorsque j'étais malade, c'était moi le patient. Et si vous êtes le patient, et pas juste une seule fois, et encore, et vous tombez malade parce que vous exagérez, j'ai dépassé mes limites, ça rentrait et on peut se mettre dans la peau du patient. Oui. Et c'est ce que je faisais pendant la période Covid, où j'ai vu les patients venir anxieux, et certains produits, au moins certaines données, ont clairement montré une efficacité avec certaines molécules. Moi, je les ai parfaitement connues parce que je les ai utilisées en Afrique. Je me dis, mais comment je peux pas donner, puisque j'ai le droit aussi de le prescrire, clairement, avec un consentement éclairé, comment je peux pas donner ça à mon patient qui est en face de moi, et je lui donne quelque chose, je sais que c'est pas dangereux, contrairement à ce qui est affirmé. À ce qui était affirmé dans les médias, où on a certainement décrédibiliser certaines molécules. Non, si je veux être aligné, si je veux être crédible et intègre, je ne peux pas être intègre juste 3%, 10, 15, 20%. Je dois être intègre à 100% et je dois être un peu courageux. Et je ne peux pas aller dans le sens de la ligne officielle dont on a parlé tout à l'heure. On ne peut pas soigner le Covid. Donc, l'expérience africaine ou en Afrique m'a montré l'utilisation, m'a appris à utiliser ces médicaments qui sont utilisés depuis longtemps et à des très grandes échelles. Et voilà, heureusement en Suisse, c'était enregistré, donc je pouvais les utiliser. Je mis les patients sous traitement et heureusement, j'avais des bons résultats. Et là, encore une fois, ce qui est très beau, quand on peut aider quelqu'un, dans notre métier particulièrement, puisqu'on est confronté à la souffrance tous les jours, mais en général, il y a un lien de confiance qui s'est créé. Ceci demande une écoute et aussi de la patience. Évidemment, on a des hauts débats aussi dans notre relation avec les patients. C'est pas que chaque situation déroule parfaitement, c'est pas le cas. Mais une fois on a pu construire quelque chose, on a pu rétablir un bien-être pour les patients, ça solidifie la relation et ça nous permet de passer peut-être une autre situation un peu plus facilement. C'est un double effet positif. Exactement. Mais excusez-moi, vous disiez que vous pourriez prescrire, etc. Mais est-ce que vous n'aviez pas un problème pour vous procurer certains médicaments dans les pharmacies? Est-ce qu'il n'y avait pas encore un autre aspect d'interdiction qui était intervenu? C'est une question très importante parce qu'on parle toujours des médecins qui ne prescrivent pas ou qui n'ont pas fait. Moi, je trouve les médecins étaient dans une situation très très compliquée, beaucoup plus complexe que la plupart des gens peuvent imaginer. Maintenant, si un médecin comme moi, il a prescrit, il donne l'ordonnance, il fait le patient signer son consentement éclairé, il sort avec l'ordonnance, il a encore un autre problème. Il doit trouver une pharmacie qui lui donne. Et il y avait des pharmaciens qui ont dit, de toute façon, on ne touche pas, parce que certains médicaments étaient aussi contrôlés par la suite en ce qui concerne la distribution. Donc, si les pharmaciens disent, moi, je ne veux pas me compliquer la vie, alors le patient fait quoi avec son ordonnance? Il fait rien avec son ordonnance parce qu'il n'a pas de médicaments. Donc effectivement, j'ai eu des patients le lendemain au téléphone, c'était un peu le schéma que j'ai mis en place. Je vois quelqu'un, le lendemain je le téléphone, comment allez-vous? Je le suis. Au pire des cas, je suis allé le voir à domicile. Imaginez, j'ai eu des patients qui ont dit, mais docteur, mais des patients vraiment malades qui disent, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je préfère que vous me preniez en charge à domicile. Est-ce que c'est possible? La première chose que je fais, je regarde est-ce que la famille est derrière. Parce que si la famille panique, vous ne pouvez pas aller. C'est des haricots, oui, absolument. Et là, j'ai vu des choses se construire qui m'ont beaucoup touché. Donc, les familles présentes qui ont dit non, on va le faire ensemble. Et ça, c'est très beau. Hein, c'est un peu ce que vous dites. On découvre la nature humaine en phase de crise. Et alors, voilà, le patient, il trouve son médicament, la famille est derrière, on les accompagne comme ça. Effectivement, parfois, les gens ont dit le lendemain, « Oui, docteur, c'est dommage, je n'ai pas trouvé une pharmacie. »
Et ça, c'est un point aussi. Oui. Les pharmaciens ont aussi leur responsabilité. Ben voilà, on peut rien imposer. Un pharmacien qui dit « je touche pas parce que ces médications qui étaient déjà décrédibilisées dans le média, moi, je veux pas me mouiller les mains ». Alors, c'est au désavantage du patient. Du patient. Du patient. Parce que ça nuit à la confiance, dont on sait que c'est un des éléments de guérison aussi. Alors, peut-être une des raisons pourquoi je voulais vous revoir, parce que ça fait plus qu'une année que je ne vous ai plus vu, mais on s'est vu. Alors, Et vous voyez, je vis encore. Au cours de 2021, on s'est vu 2 fois. Alors, parce que j'étais très touché par cette vitalité, énergie et sens des responsabilités et capacité à parler et l'expérience aussi. Et j'ai senti, il y a quelque chose profondément en vous qui vous avait énervé avec cette histoire de Covid. Mais c'est un chagrin. C'est un chagrin parce que j'étais déçue au fond de la nature humaine. On ne peut pas être déçu de la nature humaine, on a la même. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre une situation dans laquelle on jouait à ce point sur la peur des gens. Et c'est incontestablement une des manières d'exercer une tyrannie, d'exercer un pouvoir. Et alors, ne répétons pas ce qui a été dit d'ailleurs par d'autres et encore bien mieux que moi, c'est que les régimes les moins libéraux au sens démocratique du terme, je suis libéral politique, pas libéral. On a malheureusement dévoyé le terme de libéral par l'économie. Les libéraux qui n'existent plus, ont une doctrine politique fondée sur le respect, la connaissance de la nature humaine, ce qui ne veut pas dire que la société comme telle n'est pas importante. Elle est un ensemble de personnes humaines, mais il se trouve que la société n'étant composée que de personnes humaines, il vaut peut-être mieux savoir comment fonctionne la personne parfaitement humaine. résumé. C'était l'aspect humain qui m'a beaucoup touché. Oui, et, énormément. Je pense que les gens qui vont nous voir et écouter ce que vous dites vont bien le sentir. C'est l'aspect humain. Je vous remercie beaucoup pour l'entretien. C'était un grand plaisir. J'espère qu'on peut garder le contact. Je le souhaite en tout cas. Bravo pour ce que vous faites. Vous avez beaucoup de courage. Et puis, à la prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci et bon avenir. Merci. Vous en avez un. Merci.